Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire de Concertation Montréal, le sixième déjà de notre série. Donc, on va aborder aujourd'hui la thématique de la gestion des risques. Donc, déjà 6 semaines qu'on réalise un webinaire par semaine dans le cadre de la série Gouvernance en temps de crise. On va poursuivre les webinaires avec une petite pause la semaine prochaine. Puis on va aller vers des thématiques peut-être un peu plus larges qui vont nous préparer pour la longue période de transformation qui nous attend tous. Donc, déjà aujourd'hui, on traite de la question de la gestion de risque, mais pas uniquement dans une perspective de COVID. C'est vraiment une occasion peut-être pour réfléchir en tant qu'organisation à ce qu'on a fait peut-être auparavant, mais surtout à ce qu'on peut faire, notamment pour les petits OBNL, comment on peut aborder ces questions-là, puis essayer de prévenir certains risques et voir comment on peut les gérer. C'est sûr qu'on fait face présentement à une situation qui était très difficile à prévoir, même si on remonte juste à 3 mois. Malgré certains signaux, personne n'a pu prévoir l'ampleur de la situation. Donc, je le disais, la semaine prochaine, on fait une pause et on va vous revenir la semaine suivante avec 4 webinaires condensés dans 3 semaines. Donc, on va avoir une semaine avec 2 webinaires pour parler de cybersécurité, de politique de télétravail. On va également parler des assemblées générales virtuelles et également de financement donc pour l'après-COVID. Mais aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Dominique Herblanc et Nordine Hadouche, qui sont 2 consultants en gestion des risques, qui vont nous entretenir dans la prochaine heure. Donc, ils proviennent tous deux du milieu, ils ont beaucoup d'expertise, disons, dans le milieu bancaire, mais on a vraiment regardé comment on pouvait redimensionner les exemples pour que ça puisse s'appliquer à des OBNL. Donc, je les remercie grandement d'avoir accepté notre invitation, puis je leur cède la parole pour la suite des choses et je vous retrouve juste un peu avant 16 heures pour la conclusion. Merci. Bonjour, merci pour cette introduction. Donc, on va donc se présenter. Je suis Dominique Herblanc, je suis consultant. J'ai beaucoup opéré donc dans la gestion des risques et aussi dans les technologies de l'information. J'interviens aussi à titre d'administrateur sur 2 CA, celui de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, aussi sur le fonds local d'investissement de la ville de Laval. Puis je vais laisser Nordine se présenter. Bonjour à tous. Donc, Nordine Hadouche, je suis également consultant en gestion de risque. J'ai plus de 15 ans d'expérience en milieu bancaire sur des fonctions d'audit interne, de gestion de risque. Et j'ai une expertise en modélisation des risques, en quantification statistique. Donc, on est ravis d'être parmi vous pour les 60 prochaines minutes. On espère vivement qu'on va répondre à toutes vos questions, en tout cas toutes celles qui ont été soumises préalablement à ce webinaire. Tout à fait. On va commencer par vous lancer peut-être une petite question. Philippe, est-ce que tu pourrais projeter la première question à l'écran, s'il te plaît? Donc, la première question, c'est: avez-vous un dispositif de gestion de risque dans votre organisation? Donc, c'est un petit sondage qu'on souhaite faire. On va vous laisser répondre. Je pense que c'est bon. On va bientôt afficher les résultats. OK, donc 80% d'entre vous disent que non. Ça tombe bien, donc on va essayer donc, de vous éclairer un petit peu sur le sujet, de façon donc, à ce que vous puissiez venir en aide à votre organisation pour mieux gérer les risques à l'avenir. Nordine, je vais te laisser la parole. Oui, OK. Donc, avant tout, on va vous présenter plus en détail les objectifs de notre présentation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont très occupés, non pas en gestion de risque, mais en gestion de crise, compte tenu du contexte actuel, avec un enjeu de continuité d'activité. Nous, ce qu'on trouve intéressant de positionner ce webinaire à ce moment-là, c'est que dans des situations de stress comme on est en train de vivre actuellement, on a aussi une tendance à voir des risques augmenter.
je pense que vous faites face à plusieurs types de situations, notamment une baisse probablement ou en tout cas, vous anticipez peut-être une baisse de ressources, que ce soit au niveau humain ou au niveau financier, des processus qui sont probablement aussi mis en œuvre de manière dégradée dans vos activités quotidiennes. Il faut faire avec la situation et donc on ne fait peut-être pas les choses comme on les fait de manière habituelle. Et peut-être quelque chose aussi à anticiper, notamment pour toutes les organisations qui travaillent dans le service à la personne, probablement aussi peut-être une demande accrue en termes de services. Donc, tous ces éléments-là, et sans doute d'autres, contribuent à une montée des risques globale. Donc, renforcer sa gestion de risque actuellement, ça nous semble être une nécessité. On va donc, dans un premier temps, vous rappeler ou vous clarifier. Tu peux revenir à la slide précédente, Dominique, s'il te plaît. Donc, rappeler ou clarifier le rôle du CA, que ce soit d'un point de vue statutaire ou dans les bonnes pratiques en termes de gestion de risque. Et ensuite, on fera toute une présentation donc, sur les fondements de la méthodologie de gestion de risque. Donc, les méthodologies, comme vous le disiez, qui sont applicables dans tout type d'organisme. Nous, on vient du milieu bancaire, mais la théorie est la même et on va tâcher de la vulgariser ici. Et on tâchera tout au long également de cette présentation de vous donner quelques exemples d'outils que vous pourriez utiliser justement pour mettre en place ce type de dispositif. Et ça tombe bien parce qu'on a donc vu que, d'après le sondage, 80% d'entre vous n'avaient pas aujourd'hui de gestion de risque à proprement parler. Donc, c'est le bon moment pour évoquer ces sujets. Dominique, si tu veux passer à la slide suivante. Donc, juste une définition pour introduire sur ce séminaire. Qu'est-ce qu'un risque? Dans le langage courant, on parle de risque, lorsqu'on parle de risque, on parle d'une menace éventuelle, plus ou moins prévisible. C'est une définition très générique. Donc, on a voulu aussi vous rappeler, vous mettre en avant plutôt la définition qui est choisie par le référentiel ISO. C'est un référentiel référent en la matière en termes de gestion. Et là, il y a 3 dimensions qui sont intégrées dans la définition du référentiel ISO. D'une part, on parle d'effet d'incertitude sur les objectifs. Donc, on lie un risque à des objectifs que vous pouvez avoir, vous, dans vos organisations. Et ensuite, on caractérise le risque par 2 autres dimensions, les événements qui vont amener ce risque-là et les conséquences. Donc, la cause et la conséquence. C'est important peut-être d'avoir ces 3 éléments en tête, les objectifs, les causes, les conséquences. Ça va nous servir par la suite dans le cadre de la présentation de notre dispositif, de notre méthodologie de gestion de risque. Tu peux donc passer à la suivante, Dominique. Je vais donc te laisser aussi la parole, parce que c'est Dominique qui va traiter toute la partie rôle du CA et de la direction, de bien différencier aussi les 2 aspects. Tout à fait. Donc, pour bien comprendre ce qu'on attend d'un CA en termes de gestion de risque, il nous semblait déjà important de revenir au rôle statutaire du conseil d'administration et celui de la direction générale. Donc, pour en revenir là, on a pensé qu'il était important de vous faire ce rappel, même si pour la plupart d'entre vous, vous siégez déjà sur un conseil ou vous comptez bientôt être sur un conseil. Donc, la première chose à aborder, c'est que le conseil d'administration, il est chargé de déterminer la vision et les objectifs stratégiques à long terme en adoptant un plan stratégique, alors que la direction générale, elle est plutôt chargée de sa mise en œuvre et de l'atteinte des objectifs. Donc, elle est chargée de livrer ce plan stratégique qui a été décidé par le CA. Par ailleurs, dans les attributions du CA, on sait que le CA doit aussi se doter d'encadrement, c'est-à-dire des politiques et directives qui vont être là pour permettre à l'organisation un petit peu d'avoir un guide de ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, alors que la direction générale, elle, va plutôt être dans l'atteinte de ces objectifs-là, donc de respecter les encadrements fixés par le CA pour atteindre ces objectifs.
Ensuite, on a un troisième point, c'est que le CA donc, doit exercer donc, un rôle de surveillance, mais pour ce faire, il doit mettre en place donc, des mesures de surveillance. Et donc, par rapport à ça, l'organisation, donc, disons que la DG, pour sa part, elle va être plutôt dans la gestion au quotidien, pour faire en sorte que cette gestion aussi respecte toutes ces mesures de surveillance mises en place par le CA. Puis vient donc en fait un autre rôle du CA, c'est de nommer ou de participer à la nomination donc, du directeur ou de la directrice générale et de l'évaluer. Dans certaines organisations, c'est le cas notamment donc, au CHU Sainte-Justine où je siège, on ne nomme pas donc, en fait, le directeur général, mais on propose sa nomination donc, au gouvernement. Mais en tout cas, nous sommes toujours chargés d'évaluer donc, en fait, l'efficacité de la direction générale. La direction générale, elle, de son côté, est toujours axée sur la mise en œuvre, sur la gestion au quotidien. Elle va s'assurer qu'il existe un plan de relève, donc de s'assurer que si jamais le directeur général était amené à partir, qu'il y a une autre personne en interne qui est capable en fait de prendre son relais. Enfin, le conseil d'administration, il a ce rôle de surveillance dont je vous ai parlé un peu donc au troisième point. Donc, il va surveiller le bon fonctionnement de l'organisation alors que la direction générale, elle, prend les décisions au quotidien, au meilleur de sa connaissance pour gérer l'organisation. Voilà. De là, on va venir en fait aux bonnes pratiques de gestion de risque, de voir quel est le rôle du CA donc, en matière de gestion des risques et quel est celui de la direction générale et du personnel dans cette gestion des risques. Pour ce faire, il faut voir que le CA n'a pas pour rôle d'être vraiment dans les opérations de gestion de risque, mais il doit plutôt surveiller les risques majeurs et stratégiques, donc il se place à très haut niveau, mais il doit tout de même questionner l'organisation sur son mode de fonctionnement, voir si tous les risques en fait sont bien circonscrits en fait au sein de l'organisation. Je vous ai rappelé sur le côté gauche les deux principaux rôles du CA, donc qui sont l'orientation et la surveillance. Donc, dans ce cadre-là, le CA, il va déjà surveiller ces risques majeurs et stratégiques, quand la direction générale et le personnel, eux, vont plutôt rendre compte en fait au CA de la gestion de risque. Donc, pour ce faire, la direction générale et le personnel doivent mettre en œuvre un certain nombre de choses pour suivre les risques et les rapporter donc, au CA. Le CA, lui, il a aussi pour rôle d'orienter, comme on a pu voir, mais justement en sensibilisant l'organisation sur sa façon de gérer les risques, il doit les alerter, leur dire un petit peu donc, ce qu'ils doivent mettre en place pour gérer les risques. De l'autre côté, donc en fait, on a la direction qui, elle va être responsable en fait de cette gestion au quotidien, de surveiller donc en fait que tous les risques se passent bien, de mettre en œuvre un plan de contingence du risque. Le conseil d'administration, il a aussi un rôle de pouvoir voir si les processus de gouvernance des risques en fait, au sein de l'organisation ils sont bien matures. C'est-à-dire que si tout ce qui est mis en place en fait, au sein de l'organisation pour qu'elle gère les risques se fait de la bonne façon, si tout est bien opérant. De l'autre côté, donc, on a la direction qui, elle va devoir mettre en place un certain nombre de process pour faire en sorte de faire baisser les risques en fait, au sein de l'organisation. Ensuite, on a le CA qui va approuver l'appétit au risque. L'appétit au risque, c'est quoi? C'est le niveau de risque maximum qu'une organisation peut prendre sans mettre en péril la livraison des objectifs de cette organisation, alors que c'est qu'il revient donc en fait à la direction donc de proposer
un appétit au risque raisonnable au CA. Ensuite, la dernière attribution du CA, c'est de s'assurer que l'organisation communique bien sur sa gestion des risques en fait, aux parties prenantes, quand la direction, pour sa part, doit communiquer ses actions donc, en fait, aux différentes parties prenantes. Si vous partez dans une organisation, comme ça a l'air d'être le cas pour la plupart des personnes qui ont répondu donc, au questionnaire d'une page blanche, la question qui va souvent se poser, c'est comment fait-on pour exercer notre rôle d'administrateur donc, dans la surveillance des risques. Ben, pour ce faire, nous, donc, on vous propose une méthode plutôt simple, qui, même dans une organisation qui ne dispose pas de beaucoup de moyens, donc en fait pourrait être mis en œuvre, c'est-à-dire donc en fait une méthode de questionnaire avec des questions très très simples qui permettent en fait de cerner quels sont les risques en fait donc, auxquels font face les organisations, quel est le niveau de risque auquel on fait face. Donc cet ensemble de questions de base, ça vous permet au quotidien donc en fait sur votre rôle au CA donc de pouvoir surveiller les risques à haut niveau, comme ce qu'on vous a dit donc, dans la slide précédente. Donc, les questions sont les suivantes. Où sommes-nous les plus exposés en matière de risque? Qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à la réalisation de nos objectifs stratégiques? Quelle est la pire chose qui pourrait nous arriver? Donc, ça permet tout ça, donc en fait, de cerner un petit peu donc, quel est l'environnement auquel fait face l'organisation. Quelles sont nos activités essentielles à la réussite de nos objectifs? Quels sont nos actifs essentiels à la réussite de nos objectifs? Quelles sont les évolutions récentes qui pourraient nuire à l'atteinte de nos objectifs? Et quelles sont les incertitudes principales auxquelles nous sommes confrontés? Quand on se pose ces questions, ce qui va ressortir la plupart des fois, donc en fait, c'est un ensemble de risques. Là, donc, on vous a fait ressortir les risques qui sortent le plus souvent en se posant ces questions-là. Si vous vous posez les questions qu'on vous a exposées juste avant, donc en fait, on a fort à parier qu'il y a au moins un de ces risques qui apparaissent à l'écran que vous allez constater au sein de votre organisation. Je vais laisser la parole à Nordine pour vous présenter donc, la méthodologie sous-jacente. Ok, est-ce que tu peux prendre la slide suivante, s'il te plaît, Dominique? Donc, on va maintenant parler de la méthodologie elle-même. Dominique vous a présenté les grands rôles théoriques du CA en matière de surveillance des risques, où on distingue bien finalement l'intervention des membres du CA, des administrateurs et la direction générale. Sauf que pour les petits OBNL, ben, finalement, les membres du CA ils sont aussi partie prenante dans la gestion et ils mettent la main à la pâte régulièrement. Donc, il nous semble important d'aller plus dans le détail. Ce que Dominique vous a présenté, ce sont des listes de questions qui vous permettent d'identifier vraiment les risques majeurs. Ça doit vous aider à orienter votre stratégie de risque en vous aidant à fixer des grandes limites. Par exemple, combien de bénévoles, avec combien de bénévoles je suis prêt à travailler, combien de bénéficiaires de mes services je vais accepter, le nombre maximal, par exemple, de réclamations qu'on pourrait accepter sur une période donnée. Vraiment des grandes lignes, des grandes limites qui vont définir ce fameux appétit pour le risque de votre organisation. Mais à ce stade-là, vous n'êtes pas de la gestion de risque. Vous avez juste défini une stratégie. Donc, il s'agit maintenant de développer cette gestion de risque autant que possible. La gestion de risque qu'on vous propose, le modèle de gestion de risque qu'on vous propose, qui est représenté ici, c'est un modèle qui a largement été éprouvé dans tout type d'organisation et il est d'autant plus intéressant qu'il peut être adapté justement à la taille de votre organisation, à vos budgets, à vos ambitions. Donc,
il nous semble intéressant de vous exposer cette méthode-là, qui est une méthode finalement universelle. On peut la mettre en œuvre de manière plus ou moins approfondie. On va développer forcément chacune des étapes. Est-ce que tu peux Ok. On va développer chacune des étapes, mais vous verrez qu'à chacune de ces étapes-là, on peut aller de manière plus ou moins approfondie. Et donc, c'est la force de cette méthode. Toutes les étapes sont indissociables. Il s'agit vraiment de les respecter. C'est pour ça qu'on les a représentées comme ça. Et donc, ces différentes étapes, quelles sont-elles? On va d'abord tâcher d'identifier, on va commencer donc en haut à droite, d'identifier nos risques. Dès lors où on aura identifié nos risques, on va les évaluer, les quantifier. Et à ce stade-là, on va donc se positionner sur une stratégie de traitement de risque, donc visant à réduire nos risques. Tout au long de ce processus-là, enfin, c'est pas tout au long, mais dès lors où on a identifié, évalué et traité, on va organiser un suivi régulier de l'évolution de nos risques dans l'organisation et en parallèle, mettre en place un dispositif de reporting qui permettra d'informer tous les intervenants au bon moment avec le bon niveau d'information. Juste un dernier point pour introduire cette méthodologie. Une gestion de risque, on le voit souvent comme un moyen de réduire nos zones de vulnérabilité. Alors, c'est un bon objectif, mais on peut aller au-delà de ça, et des organisations qui souhaitent vraiment à bénéficier pleinement de ce type de dispositif, elles vont plutôt viser d'utiliser ce dispositif comme un vrai outil de pilotage, un vrai outil d'aide à la décision pour toutes vos décisions d'ordre stratégique ou tactique. Dès lors où vous allez vous poser des questions, par exemple, sur un élargissement de votre activité ou un partenariat, vous pourrez vous référer à votre gestion de risque et ça sera un outil déterminant justement pour choisir, pour faire les bons choix pour vos organisations. Dominique, on peut aller à la slide suivante. On va passer à la première étape, donc l'identification des risques. On a plusieurs approches possibles pour identifier les risques. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être plus ou moins détaillées. Dans votre cas de figure, je préconiserais l'analyse des activités, donc que j'ai représenté sur la slide en haut à gauche, l'analyse des activités qui se ferait par questionnaire. Donc, la première étape de cette analyse-là, c'est avant tout de recenser les différentes activités de votre organisation. Vous pouvez les décomposer de la manière que vous le souhaitez. Ça peut être une décomposition par type de service rendu. Si, par exemple, vous avez dans votre organisation un accueil de bénéficiaires, des visites à domicile, du travail de rue, du travail en cuisine. Bref, ça pourrait être autant de possibilités de décomposer votre activité. Mais de manière plus classique, on décomposera souvent par exemple, des grands volets de la gestion, comme la gestion financière, comptabilité, la gestion des dons, des subventions, la gestion des ressources humaines, que ce soit vos salariés ou vos bénévoles, la gestion de votre système d'information, la gestion de vos approvisionnements, de vos stocks, l'entretien de vos locaux, etc. etc. Donc, on va faire ce premier découpage, encore une fois avec le niveau de finesse que vous souhaitez. Et dès lors où vous aurez identifié ces activités, vous allez organiser des rencontres avec les personnes les plus expertes sur chacune de ces activités. L'objectif de ces rencontres, ça va être d'amener ces experts à décrire le fonctionnement de ces activités de manière plus ou moins détaillée et de s'appuyer sur leur expérience pour identifier les risques sous-jacents à chacune des sous-activités. Donc, pour travailler de manière efficace, vous allez avoir à mettre en place un questionnaire. La plupart du temps, on utilise un questionnaire en mode entonnoir, où on va d'abord présenter de manière générale l'activité. Donc, on va interroger ces experts en leur demandant pouvez-vous me décrire vos activités, quelles sont les tâches ou sous-activités que vous devez réaliser dans ce cadre-là, comment ces sous-activités sont organisées. Donc là, on veut comprendre les moyens humains, les personnes qui interagissent, les moyens techniques qui sont utilisés.
est-ce que cette organisation, d'après vos experts, est perfectible? Si oui, de quelle manière? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans le cadre de ces activités? Quelles sont les situations, les événements que vous redoutez le plus? Est-ce que vous avez des actions qui sont mises en place pour essayer de limiter ce type de situation? Lesquelles sont-elles efficaces? Donc, vous l'aurez compris, on parle du général et on arrive au particulier. On aide les experts, les propriétaires de risques, ceux qui sont en charge de l'activité, à réfléchir sur leurs risques. Avec ce type de méthodologie, vous allez faire ressortir un paquet de risques, j'en doute pas. Pour faire ça, on va favoriser l'intelligence collective. Donc, j'ai parlé d'experts. Idéalement, si on peut réunir plusieurs personnes, on sera toujours plus efficace. Cependant, j'attire votre attention sur un point. On veut l'intelligence collective, mais on cherche aussi la responsabilisation dans le domaine des risques. Donc, il est important de désigner sur chacune de vos activités un responsable de risque. La personne qui connaît mieux l'activité, la personne qui connaît mieux les risques, on va tâcher de la responsabiliser. Et c'est elle qui sera aussi en charge par la suite de reporter, d'analyser, de reporter. Elle pourra toujours se faire aider, mais c'est important d'avoir cette notion de responsabilisation. Le deuxième outil possible, donc là, on a travaillé sur une analyse des activités avec des questionnaires. Deuxième possibilité, c'est une analyse qui a le même esprit que la première approche, mais à un niveau plus avancé. Je ne suis pas certain que ça convienne à la majorité des personnes qui assistent à ce webinaire, mais je tenais quand même à la présenter parce que malgré tout, c'est la méthodologie la plus efficace. Donc, tout à l'heure, on a parlé dans la première approche de décomposer les activités. Ici, on veut aller jusqu'au processus. Donc, dans chacune des activités, on veut savoir à chacune étape, pour chacune sous-activité, le fonctionnement. Donc, ça demande une formalisation du comment on réalise les différentes activités. Dès lors où on aura formalisé de manière détaillée le fonctionnement de ces activités, ça devient assez simple d'identifier les risques, parce que là, on est très détaillé et à chaque étape, on peut s'interroger sur l'existence ou pas d'un risque. Et on devient donc plus exhaustif dans notre recensement. Je ne vais pas insister sur cette méthode-là parce que, comme je vous l'ai dit, et comme vous avez pu le constater, elle est plus coûteuse en termes de temps. Il y a du travail de formalisation de processus, il y a du travail avec des schémas de flux, par exemple, et il y a du travail de recensement très détaillé. Donc, je vais plutôt passer maintenant au troisième outil, qui est l'analyse de vos incidents historiques. Donc, c'est une source d'information très importante. On a tendance à gérer au quotidien nos organisations. Et ce que je vous dis ici, c'est qu'il faut capitaliser sur le passé. Donc, pour capitaliser sur le passé, il y a un mécanisme de recensement des incidents qui doit être mis en place. Donc, dès lors où il y a un dysfonctionnement, quel qu'il soit, un problème avec un bénéficiaire, qui n'est pas forcément une réclamation, mais on voit qu'il y a eu une problématique, une réclamation, une vraie réclamation, une plainte, un dysfonctionnement logistique, quels que soient les types d'incidents, il faut prendre l'habitude de les recenser. En recensant ces événements passés, vous allez pouvoir être beaucoup plus pertinent dans votre identification des risques, parce que ces événements-là reflètent forcément un risque, mais donc un risque qui s'est concrétisé. Ce qui est aussi utile dans ce cadre-là, c'est de recenser aussi les mesures d'atténuation de risque que vous pouvez déjà avoir dans vos organisations. On a certes des incidents, mais on a aussi des mécanismes qui nous permettent de limiter ces incidents et les risques. Je pense par exemple à tous les règlements que vous avez pu mettre en place dans vos organisations, ou les actions de formation, les contrôles. Il faut garder en tête que tout ce que vous avez mis en place de ce type-là, vous l'avez mis en place parce que justement, il y avait un risque et que vous souhaitiez le minimiser. Si je vous donne un exemple,
admettons que vous ayez dans vos organisations un contrôle des antécédents lorsque vous recrutez un salarié, bonne pratique a priori dans toutes les organisations. Et ben, le fait d'avoir en tête ce contrôle-là dans notre recensement, ça va nous faire penser aux risques qu'il peut y avoir derrière. Pourquoi j'ai mis en place ce contrôle d'antécédents? Ben, probablement que j'ai des risques de fraude, d'insécurité ou encore d'atteinte à la réputation. Donc, toutes les mesures que vous avez pu mettre en place dans le passé vont être très utiles dans l'identification des risques. La quatrième source d'identification des risques que j'ai recensée ici, elle est assez proche, c'est la veille des incidents externes. L'idée étant de capitaliser sur les choses qui se sont passées en dehors de vos organisations, essayer de vous en protéger. J'ai bien conscience quand je dis ça que dans le milieu des OBNL, on ne souhaite pas forcément communiquer sur nos dysfonctionnements. Et c'est le cas dans tous les milieux d'ailleurs. Mais et je vous dis ça parce que je n'ai pas trouvé de source qui recensait des incidents d'organisation. Mais à défaut d'avoir ce type de source, vous pouvez vous développer des échanges avec des organisations comparables aux vôtres. Et par exemple des partenaires, des organisations avec lesquelles vous êtes déjà en partenariat, et de faire des séances justement conjointes de recensement d'incidents, de problématiques que vous avez pu avoir. Encore une fois, en partageant ces informations-là, vous serez beaucoup plus efficace à terme sur la gestion de ces incidents et de ces risques. Un autre point aussi qu'il faut garder en tête à ce niveau-là, c'est que si on n'a pas des échanges avec des organisations extérieures, on a des collaborateurs qui travaillent avec nous au quotidien et ces collaborateurs ont probablement des expériences dans d'autres organisations. Donc, de la même manière, on peut leur demander de lister des exemples d'incidents qu'ils ont pu rencontrer. Même si c'est des activités qui ne paraissent pas identiques, ça peut nous informer aussi sur les risques. Donc, à ce stade-là, avec toutes ces méthodologies-là, on devrait être en mesure d'avoir une bonne vision des risques sur lesquels on est exposé. Est-ce que tu peux, Dominique, mettre la slide suivante, s'il te plaît? Donc, je vous ai présenté 4 approches d'identification des risques. Quelle que soit l'approche que vous retenez, d'ailleurs, je précise qu'elles ne sont pas exclusives, hein, idéalement, il faut les combiner. Mais quelles que soient les approches que vous mettez en œuvre, il est fortement recommandé de vous munir en amont d'un registre qui liste tous les risques potentiels. Alors, des registres, il y en a de toutes sortes. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Il y a de multiples exemples disponibles sur Internet d'ailleurs. C'est à vous ici de choisir le registre qui vous semble le plus adapté en fonction, encore une fois, du niveau de détail que vous voulez avoir. Vous pouvez choisir d'avoir quelques gros regroupements de risques ou au contraire d'essayer de l'affiner le plus possible. Ici, je vous ai mis un référentiel en exemple où on a 4 catégories. C'est un référentiel assez simple, où on aurait tout d'abord tous les risques qui seraient liés à la gouvernance, aux orientations stratégiques, les risques liés à la gestion financière, les risques liés aux ressources humaines, et j'ai mis un autre paquet autre qui inclut en fait tout ce qui est ressources matérielles, locaux, la gestion de la technologie, système d'information, les risques juridiques, ça pourrait faire l'objet d'une catégorie à part entière, la gestion de projet et la réputation. L'idée, donc, c'est d'avoir de gros regroupements de risques, ce que vous voyez en catégorie 1, que vous puissiez les décomposer et d'arriver à un niveau de détail assez fin pour que lorsque vous réaliserez vos entretiens dont on parlait tout à l'heure avec les responsables d'activité, que vous ayez cet outil sous les yeux, ça vous aidera à identifier les risques auxquels vous êtes réellement exposé. Je discute avec un expert, je l'interroge sur ces risques, ça ne viendra peut-être pas forcément. Si je lui mets une liste sous les yeux, même si c'est une liste théorique, il n'a plus qu'à cocher, et en cochant, l'identification sera forcément plus approfondie. Donc, dotez-vous d'un registre. La seule règle sur ce registre-là, en fait, il y a 3 règles à respecter. C'est que ce registre doit être complet. Quand je dis complet, ça signifie que
vous devez être en mesure de classer tous les risques dans le registre. Donc, même si vous avez des catégories un peu poubelles avec une catégorie autre, il faut être en mesure, encore une fois, de tout alimenter. La deuxième règle, c'est que le registre doit être commun dans toute l'organisation. On ne doit pas utiliser de multiples registres parce que si on le fait, on aura des problématiques après à consolider l'information. Donc, c'est vraiment important d'avoir un registre commun. Et dans le même objectif, il faut autant que possible essayer de le garder le plus fixe, enfin, de ne pas le faire évoluer trop dans le temps pour, encore une fois, s'approprier aussi ce registre-là et puis aussi pour avoir une vision de l'évolution des risques. Donc voilà. Deuxième étape, on a abordé ici l'identification. Vous vous souvenez des grandes méthodes possibles, les questionnaires, l'étude de vos incidents passés, l'étude de vos actions de réduction, l'étude des incidents externes, en vous appuyant sur un registre de risque et en vous appuyant sur vos experts, sur les responsables des activités. Deuxième étape, Dominique, si tu peux changer de slide. On va passer donc au deuxième volet, le volet de l'évaluation, ou en d'autres termes, la quantification du risque. De la même manière que ce que je vous disais tout précédemment, on peut mettre en place des méthodologies plus ou moins détaillées. Dans tous les cas, il y aura 3 dimensions à considérer. La première dimension, ça va être la probabilité de survenance d'un risque. La seconde dimension, l'impact de ce risque en cas de survenance. Et lorsque je vais combiner ces deux notions, ce que vous voyez sur le graphique à droite, la probabilité de survenance d'une part, qui est en ordonnée, et l'impact d'autre part, en abscisse, vous allez avoir la criticité du risque. C'est ce que j'ai représenté ici avec des couleurs. Donc, ces échelles-là, les échelles que je vais vous présenter, elles peuvent être adaptées, encore une fois, à votre ambition. Sachez que dans dans le bancaire ou dans le nucléaire, on n'a pas de catégorie, tout est mesuré. On a une vraie probabilité, donc de 0 à 1, pour mesurer la survenance. Et l'impact, c'est un impact pareil, c'est continu, avec un coût réel de $0 à $1 milliard. Ce n'est pas l'objectif ici. L'objectif, c'est d'avoir des catégories et de pouvoir identifier les risques les plus critiques pour votre organisation. Donc, première dimension, je reviens sur la probabilité de survenance. Je vous ai mis un exemple ici donc, où on a une échelle de mesure de la probabilité de survenance en 4 modalités. Une probabilité qui serait faible, une probabilité modérée, élevée ou très élevée. On pourrait considérer par exemple qu'une probabilité faible, ça serait une probabilité de survenance ou un incident qui surviendrait une fois tous les 50 ans. Une probabilité modérée, un incident qui surviendrait une fois tous les 10 ans. Ensuite, élevé une fois par an et très élevé plusieurs fois par an. Encore une fois, vous avez l'idée, charge à vous de définir justement l'échelle elle-même. Le deuxième point, c'est l'impact, donc l'impact du risque en cas de survenance. Alors, bien souvent, quand on parle d'impact, on parle uniquement d'impact budgétaire, donc du coût en cas de survenance, mais il y a aussi d'autres notions qui sont intéressantes à prendre en compte ici. C'est par exemple l'impact que la survenance d'un risque pourrait avoir sur la continuité de vos activités, sur le plan stratégique, l'atteinte de vos objectifs stratégiques, ou sur la réputation. C'est des éléments qui sont importants et qui peuvent être intégrés dans cette échelle. Alors, je vous ai donné encore un exemple ici, toujours sur 4 modalités, sur une échelle de 4 modalités, avec un impact mineur, moyen, grave et très grave. Pour l'impact mineur, par exemple, on va considérer qu'un risque a un impact mineur si son impact budgétaire est inférieur à 5% de votre budget ou à 3%. On peut adapter le curseur. S'il y a un impact négligeable sur la réalisation de vos missions et si on n'a pas d'impact sur la réputation. À l'inverse, si je vais aux risques les plus graves, les risques très graves, je vais considérer qu'un risque est très grave si j'ai un impact budgétaire supérieur à 30% de mon budget ou 20% ou 50%, que les missions de l'organisation en cas de survenance ne sont plus assurées. C'est le cas aujourd'hui de la pandémie.
et qu'on a un impact majeur sur ou qu'on a un impact majeur sur la réputation. Donc voilà. Donc vous avez identifié tous vos risques. Sur chacun des risques identifiés, vous devez donc maintenant définir dans quelle catégorie vous les mettez. Quelle est la probabilité de survenance, faible, moyen, élevé, modéré, élevé, très élevé. Quel est l'impact et donc la combinaison, la criticité. La criticité qui est une combinaison des deux. Ici, vous voyez que un risque de probabilité de survenance faible avec un impact mineur, j'ai considéré qu'on avait une criticité de couleur verte, donc une criticité dite faible. Voilà comment fonctionne cette matrice. On va passer à l'étape suivante, Dominique, s'il te plaît, qui est le traitement des risques. On retrouve donc notre matrice où on est capable de positionner maintenant tous nos risques. Ici, j'ai 6 risques que j'ai représentés en bleu, que j'ai quantifiés. Donc, j'ai apprécié pour chacun de ces risques la probabilité de survenance, l'impact. Et mon objectif à ce stade-là, c'est de le traiter, le risque. Donc, comment je peux traiter ces risques-là? J'ai 4 stratégies possibles. La première, c'est l'acceptation du risque. La seconde, l'atténuation de ce risque. La troisième, le transfert du risque. Et enfin, la dernière, l'élimination. L'acceptation du risque, de quoi on parle? Donc, on est dans un cas de figure où on considère qu'on n'a pas d'action requise. Par exemple, on aurait mis en place toutes les mesures de réduction qui nous semblaient nécessaires. À ce stade-là, je ne prends aucune mesure. L'atténuation du risque, donc c'est là où vous allez vraiment agir. Vous avez plusieurs possibilités pour réduire vos risques. La première, et sans doute l'une des plus simples à mettre en œuvre, c'est de sensibiliser vos collaborateurs à tous les niveaux, de les former. C'est très important de mettre en place une culture de risque. J'ai compris que vous n'aviez pas de gestion de risque en tant que telle dans vos organismes, pour beaucoup d'entre vous. Néanmoins, la culture de risque, elle doit être développée. Il faut que les gens aient conscience que la gestion de risque, c'est l'affaire de tous, que chacun peut exposer vos organisations d'une manière ou d'une autre, mais chacun peut aussi contribuer à protéger l'organisation. Donc ça, c'est des choses très importantes et c'est des actions qui sont encore une fois assez simples à mettre en œuvre. C'est des communications régulières pour sensibiliser encore une fois sur les risques que vous aurez identifiés. Le deuxième type d'action, c'est la mise en place de contrôles. Alors, culturellement, je vois que dans certaines organisations, le contrôle peut être mal perçu. De mon point de vue, c'est un élément fondamental de la gestion de risque. Encore une fois, on travaille en bonne relation avec nos collègues, et on a confiance en nos collègues, mais comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, il est important de développer vos dispositifs de contrôle. D'ailleurs, il faut essayer de présenter le contrôle non pas comme un flicage, mais comme une volonté d'améliorer les services, d'améliorer les traitements et d'améliorer aussi les compétences des uns et des autres. Moi-même, quand j'écris un rapport, ça m'arrive souvent de le faire relire par mon épouse. Voilà, je lui demande de me contrôler. Et il faut absolument l'appliquer au travers de votre organisation et développer aussi cette culture-là. Donc la culture du risque et du contrôle. Troisième possibilité, la révision de vos processus. Vous avez identifié un risque récurrent sur un processus et vous dites que là, il faut en changer. Je ne résiste pas à vous donner un exemple dans le milieu bancaire, mais si je parle d'une fraude significative sur les marchés financiers, une fraude qu'on a vécue en France avec la Société Générale, avec Jérôme Kerviel, on s'est rendu compte que dans les activités de marché de la Société Générale, il y avait des gens qui pouvaient gérer leur portefeuille seuls. C'est une pratique qui ne fonctionne pas et qui a été modifiée depuis. Dans la plupart des établissements bancaires, on a une gestion au moins à deux ou trois personnes du même portefeuille. De la même manière, on a vu que Jérôme Kerviel, pour faire sa fraude, il n'a pas pris de congé pendant 2 ans. On a changé le processus et on a obligé les gens à prendre des congés
régulièrement. Parce que ne pas prendre de congé, c'est ne pas donner la possibilité à quelqu'un d'autre de voir l'état de son portefeuille, etc. Bon, c'est un exemple peut-être un peu loin du vôtre, mais c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que parfois, il faut aussi raisonner, réfléchir à modifier ces processus lorsqu'on voit qu'il y a des risques assez significatifs dessus. Dernière possibilité pour atténuer le risque, la diversification. Bon, c'est un principe de base, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Un exemple, et je pense qu'il est très probant pour les OBNL, le risque homme-clé. Je pense que vous êtes tous exposés à des risques homme-clés qui peuvent être assez forts, avec des personnes, dès lors où on a des petits effectifs, avec des personnes qui prennent en charge beaucoup d'activités et qui ont un savoir-faire important et pas nécessairement transmis. Donc, diversifier, c'est transmettre le savoir ici. Troisième mesure, troisième traitement de risque possible, le transfert de risque. Donc, je ne vais pas m'épancher trop là-dessus. Il s'agit de recourir à des assurances ou d'externaliser. Par exemple, vous avez un de vos bénévoles qui assurait la comptabilité, mais vous vous rendez compte qu'il est de plus en plus absent. Il y a un risque croissant, par exemple, de retard dans l'établissement de vos états financiers ou dans le paiement de vos factures. Donc, ici, l'externalisation, ça doit être une solution, je pense. Et le dernier risque, ça serait l'élimination. On aimerait tous éliminer nos risques. Malheureusement, ça demande aussi des compromis. Je pensais par exemple aux universités, à certaines universités, dont on a entendu ça ces dernières années, qui ont mis fin à leur soirée d'intégration. Voilà. On avait des risques importants parce qu'il y avait visiblement des comportements inadaptés pendant ces soirées d'intégration. On a décidé simplement d'éliminer. Donc, dans votre cas à vous, il y a peut-être certaines de vos activités, si vous avez plusieurs activités, que vous considérez être plus risquées et que vous pourriez décider de ne plus dispenser. Dominique, on passe à la suivante. Donc, c'est la cartographie des risques. La cartographie des risques, elle va permettre de synthétiser tout ce qu'on vient de se dire ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Vous avez identifié vos risques, vous les avez évalués et vous avez défini les différentes actions de réduction. Une fois que vous avez ça, vous êtes donc en mesure de créer ce type de tableau où vous allez avoir pour chaque activité le numéro de risque, l'intitulé du risque, la probabilité de survenance, son impact, sa criticité, les actions qui sont déjà existantes et les actions que vous allez mettre en œuvre. Donc, je vais laisser maintenant la parole alors, cette cartographie-là, vous allez la mettre en place à minima, enfin, vous allez l'actualiser à minima annuellement, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas la suivre plus régulièrement. Et c'est ce que va vous présenter maintenant Dominique, c'est le dispositif de suivi des risques, le reporting, parce qu'on veut un suivi régulier, même si on n'actualise qu'une fois par an. Tout à fait. Donc, c'est moi qui vais clore la dernière partie donc, de la méthodologie qu'on vous présente. Donc, c'est tout ce qui vient donc à la fin. Disons que pour reboucler avec ce qu'a dit Norodine, une fois qu'on a identifié les risques, qu'on les a quantifiés, qu'on les traite, il reste une chose à faire et c'est ce qui va mettre un petit peu du sens derrière tout ce qu'on vous a montré jusqu'à présent. C'est qu'on va suivre les risques, les rapporter et aussi donc lever des alertes si on se rend compte justement donc en fait qu'on a dépassé toutes les limites qu'on s'était fixées précédemment. Donc, pour ce faire, pour suivre les risques, on a déjà besoin au préalable donc, de développer et de suivre des indicateurs. C'est quoi un indicateur? C'est un instrument qui peut être soit quantitatif, soit qualitatif et il permet donc en fait de donner une mesure à l'organisation, un portrait sur sa gestion de risque à plusieurs niveaux d'ailleurs. Ensuite, il faut mettre en place des limites. Donc, quand on fixe un cadre, quand on se rend compte qu'il y a des bornes, à partir de l'instant où il y a des bornes, c'est là qu'on sait. Donc, si l'organisation elle gère bien, moyennement bien ou très mal ses risques.
De plus, il faut aussi donc suivre les plans d'action. Les plans d'action, ça revient donc en fait à faire des recommandations sur des choses qui se passent pas bien, donc en fait au niveau de certains risques ou d'améliorer des choses qui pourraient être mieux. Ensuite, on passe à un autre point, c'est la mise en place de rapports. Les rapports, donc en fait, ils ont pour but de pouvoir éclairer d'autres niveaux organisationnels sur ce qui se passe en fait au sein de l'entreprise. Donc, il y a les opérations, donc en fait, qui sont dans les activités au quotidien, mais la direction de l'entreprise donc a besoin d'être au courant. Il faut l'alerter, il faut qu'elle sache en gros ce qui se passe en fait au niveau de la gestion de risque quotidienne. Donc pour ce faire, donc en fait, il faut qu'on produise des rapports qui permettent donc en gros de dresser un tableau sur ce qui est fait, notamment donc en matière de gestion de risque. Et pour ce faire, donc il faut identifier donc les parties prenantes qui sont responsables de la reddition de comptes. Donc, il faut désigner des personnes qui vont produire les rapports en question. La plupart du temps, ça va être la personne qui est propriétaire d'une activité qui va pouvoir suivre précisément les risques encourus par l'activité. Ensuite, il faut identifier le destinataire du rapport pour adapter le niveau de détail au niveau de hiérarchie du destinataire. Il faut bien garder à l'esprit que moins la personne elle va être dans les opérations, moins la personne en fait elle a besoin de détails. Donc quand on envoie un rapport au CA, quand on reçoit donc un rapport quand on est des membres de CA comme vous, on a besoin, si on est dans une grande organisation, d'un niveau de détail faible, comme dans le tableau de bord que je vais vous montrer par la suite. Ensuite, toujours au niveau de la mise en place des rapports, il faut aussi communiquer sur l'appétit au risque et le respect des limites. Donc, l'appétit au risque, ça revient donc à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, c'est le niveau de risque maximum qu'une organisation peut accepter sur un risque donné. Ensuite, il faut aussi être capable donc, de rapporter les risques majeurs qui sont au sein de l'organisation. Et enfin, il faut faire état de l'avancement et des effets des actions prises. Voilà ce qu'on attend donc, en fait, sur les reportings. Et tout ça doit servir aussi donc, de pouvoir mettre en place des alertes qui vont pouvoir signaler à l'organisation et au CA quand est-ce qu'on a dépassé donc, les risques qui sont acceptables. Donc, quand est-ce qu'on est en danger donc, en fait, au niveau d'une activité de l'organisation. Là, je vais vous montrer un exemple d'un tableau de bord qui permet donc en fait au CA de suivre les différents risques majeurs. Donc, c'est un tableau qui est plutôt graphique, qui permet donc en fait de se rendre compte pour chacun des grandes variables de risque que devrait suivre le CA. Où est-ce que l'on en est donc en somme? Est-ce que les risques que l'on prend, ils sont trop gros, trop faibles, enfin du moins faibles? Est-ce que c'est assez contingenté? Et ça permet aussi donc de suivre en fait dans quel sens ils vont les risques. Est-ce que les risques sont de plus en plus grands au sein de leur organisation ou est-ce qu'ils sont assez stables? Est-ce que les contrôles dont Nordine parlait sont efficaces ou non? Puis qui est-ce qui est propriétaire donc en fait de la gestion de ces risques-là? Donc, ça donne un état des lieux général, donc en gros sur l'ensemble des risques qui sont suivis au sein du conseil d'administration. Il nous reste peu de temps. Je vais vous présenter donc un deuxième tableau qui est beaucoup plus spécifique. Ça, ce serait donc l'exemple d'un tableau de bord sur un risque qui serait à suivre en fait au niveau de l'organisation. Donc, les opérations, une personne plus au niveau haut donc des opérations devraient produire ce type de rapport si c'est destiné donc en fait à une autre ligne d'affaires au sein de la même organisation. Donc là, le niveau de détail est beaucoup plus grand.
Donc, on décrit tout un ensemble de métriques qui permettent de suivre un risque, mais il n'est pas exclu, donc, en fait, dans une organisation que le CA, un mouvement, ait besoin de suivre de façon un peu plus précise un risque spécifique. Donc, dans ce cas-là, ce type de tableau pourrait être utile. Nordine, je vais te laisser la parole. Il nous reste 4 minutes pour présenter ce cas lié à la Covid-19 et puis conclure. Oui, alors on a eu quelques questions avant le webinaire qui étaient vraiment liées au contexte Covid-19. Ce qu'on voulait vous dire ici, c'est que la méthodologie qu'on vous a proposée, elle est valable en tout temps. Il y a peut-être sans doute des adaptations qu'on peut réaliser dans le contexte actuel. S'agissant de l'identification des risques, je vous ai dit tout à l'heure que la cartographie devait être révisée à minima annuellement. Bon, ben là, on est dans un cas où on a une évolution majeure. À chaque fois qu'on a une évolution majeure dans nos organisations, on doit réactualiser le profil de risque. Donc, ça sous-entendrait, pour ceux qui auraient déjà une gestion de risque, qui sont tout à fait légitimes à demander une actualisation du profil de risque aux personnes qui sont en charge de la réaliser. Pour l'actualiser, ce qu'on recommande ici, c'est malgré tout, peut-être pas redescendre l'ensemble des activités, mais de vraiment cibler sur les activités essentielles de l'organisation. Donc, de celles que vous voulez vraiment protéger, les partenaires principaux, les bénéficiaires prioritaires, les activités principales. Voilà, on fait cette actualisation sur les activités uniquement essentielles. L'évaluation du risque elle-même, on en a parlé. Actuellement, on a probablement une augmentation des risques et puis un domaine et puis beaucoup d'incertitudes. Pour pallier cette incertitude, ce qu'il faut faire simplement, c'est des scénarios. Un scénario optimiste, un scénario pessimiste, un scénario neutre. Et sur cette base-là, vous allez avoir plusieurs possibilités et donc vous allez pouvoir mieux vous interroger sur les décisions à prendre. Le traitement de risque, les leviers restent les mêmes. Je dirais juste ici qu'il y a un outil dont on n'a pas parlé ici parce que c'est de la gestion de crise, c'est le plan de continuité d'affaires. Il y a eu des questions sur le sujet, mais encore une fois, on n'a pas pu l'aborder. Le plan de continuité d'affaires, c'est donc ce qu'on veut mettre en place pour justement pouvoir redémarrer une activité dès lors où elle a été interrompue, soit par une pandémie, soit par une panne informatique, il peut y avoir plusieurs gros événements qui peuvent arrêter vos activités. Sur ce point-là, je tiens à décomplexer tout le monde. Même les grosses organisations ont des plans de continuité d'affaires qui sont souvent théoriques, qui doivent pourtant être testés, mais qui s'avèrent peu efficients en réalité. Là, on est en train de vivre un test à grandeur nature. Donc, c'est une vraie opportunité pour vous, justement, soit de revoir vos plans de continuité, soit de les mettre en place. Là, vous avez une vraie expérience des difficultés que vous avez pu rencontrer. Donc ça peut être important. Et en termes de suivi de reporting, on vous recommande simplement de demander des reportings plus réguliers. Donc, la formation s'arrête sur ce point-là. On avait recensé quelques questions qui avaient été posées en amont sur lesquelles on aurait pu intervenir. Philippe, qu'en penses-tu? Peut-être un survol très rapide avant de conclure. Ok, très bien. Okay. Je vais avancer jusqu'aux questions. Donc, on en a sélectionné quelques-unes. Qu'aurait dû faire, ça revenait souvent, qu'auraient dû faire les CA afin de s'assurer que leur organisme soit prêt pour un Black Swan. Donc, Black Swan, c'est donc un événement extérieur imprévisible, majeur et qui perturbe totalement votre quotidien. Dans ce cadre-là, sachez que la méthodologie qu'on a décrite est valable aussi pour ce genre d'événement. Je travaille en banque, on travaille en banque, on a des scénarios pour la pandémie. C'est des choses qui étaient connues. Le tout, c'est de savoir est-ce que c'était quelque chose de prioritaire. Est-ce qu'on voulait investir là-dessus? Est-ce qu'on veut se prémunir là-dessus? Alors, pour une banque, oui, il vaut mieux avoir les fonds propres pour résister à ce type de choses. Est-ce que votre objectif, c'est de résister à des événements qui peuvent arriver une fois tous les 100 ans? Je ne sais pas. En tout cas, des anticiper, de mettre en place des mesures. Est-ce que vous auriez voulu, par exemple, en amont, dans le cadre de la Covid, faire des stocks de masques, faire des stocks de gel hydroalcoolique? Je ne pense pas que vous auriez stocké ça. En revanche, ce qui peut être intéressant et ce qu'on a peu traité aujourd'hui,
c'est d'avoir des plans de continuité d'affaires importants, efficaces. Donc là, bénéficier de cette situation pour mettre en place des plans de continuité d'affaires efficaces. On aura d'autres événements et même pour des petits événements, ils peuvent être très, très utiles. La gestion de risque… Peut-être une dernière question, puis après, on va devoir terminer. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que tu en vois une qui peut… La deuxième est pas mal. Au niveau de la gestion de risque, jusqu'où un CA peut aller pour accompagner la DG. En principe, il faut que le CA reste sur son rôle statutaire, mais en pratique, on sait très bien que, dépendamment de la taille de leur organisation, le CA peut être amené à supporter quand même un peu plus en fait la gestion des risques, mais quand même à la fin, il faut éduquer donc en fait des personnes au sein de leur organisation pour prendre votre relais. Donc ce serait ma réponse. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nordine. C'est parfait. Parfait. Puis ça Excellent. conclut. Donc, on merci. souhaitait vous dire merci à tous pour votre attention. Donc, on souhaitait juste faire un petit rappel avant donc, de ce qu'on a vu sur le CA, mais on n'a pas le temps. Donc, on va vous demander de conserver en tête cette matrice qui vous a été présentée pour que vous sachiez, donc en gros, quel est le contenu méthodologique qu'on vous a livré. Et merci à tous. Je te laisse la parole, Philippe. Merci beaucoup, Dominique. Merci, Nordine. C'était vraiment fort instructif. On savait qu'on avait un gros défi avec beaucoup de matériel, mais je pense que ça rappelle l'importance d'aborder le sujet de la gestion des risques. Pour ceux qui ont géré des grosses crises dans leur organisation, vous savez que le temps investi en gestion de risque est c'est un investissement rentable parce que lorsqu'on est vraiment dans la crise, ça paralyse toute l'organisation. Donc, si jamais il y a de l'intérêt de votre part, on aurait assurément assez de matériel pour faire une deuxième partie, peut-être plus développée avec plus d'éléments concrets. Donc, mentionnez-le dans l'évaluation. Vous avez reçu il y a quelques minutes un questionnaire d'évaluation dans votre boîte de courriel. Merci de le compléter. Donc, ça fait le tour là, pour le sujet d'aujourd'hui. Donc, au nom de Concertation Montréal, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je répète que la semaine prochaine, on fait une petite pause, mais on reprend la semaine suivante. Donc, on va notamment aborder la question de la cybersécurité. Donc, beaucoup de gens sont passés d'une programmation présentielle à une programmation virtuelle. Ça amène certains risques. Donc, il y a des avantages à procéder de cette façon-là, mais il y a des mesures à respecter pour éviter certains dangers. Donc, merci à vous. Merci encore Dominique et Nordine, puis on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Merci beaucoup. Merci Nordine, merci Philippe, merci à vous tous aussi de nous avoir suivis et d'être indulgents. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.